Mais sur le plan historique, il y a une signification au fait que l'emprise des francophones sur le Québec soit une emprise décroissante. Donc, voyant cela, je pense qu'on est devant une situation, encore une fois, c'est le mot un peu qui s'impose aujourd'hui, plus qu'inquiétante, parce que ça se renverse pas d'un coup, ça. Puis là aussi, tu parlais du déclin du français. Tu l'as mentionné. En quoi que les statistiques montrent le déclin du français au Québec? Alors, il faut se tourner vers les travaux absolument remarquables de Frédéric Lacroix. Frédéric Lacroix est un chercheur en démographie linguistique indépendant. C'est-à-dire le type mène sa carrière dans toute autre chose, mais il mène sa vie intellectuelle autour de cette question. Puis il montre comment, par exemple, je vais donner quelques indices. Il y a un chiffre derrière lequel on se cache souvent en disant « Oui, mais 94 ou 95% des Québécois maîtrisent le français. Donc, il n'y a pas de souci. » Mais c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire. Puis on nous dit inversement « Ah, mais le taux de francophones, de Québécois qui parlent français à la maison, ça nous concerne pas parce que ça relève de la vie privée. » Ce qui est, encore une fois, une sottise. Je vais expliquer pourquoi. On a traversé tout le 20e siècle, en gros, avec 82% de langue français, langue maternelle au Québec. Bon, puis... et là, ce qu'on voit maintenant, c'est que ça baisse, 78-77%. Ça va continuer à baisser. Imaginons la chose suivante, juste pour qu'on se comprenne bien. Imaginons un Québec où 98% des Québécois maîtriseraient le français entre guillemets, mais il n'y en aurait plus que 50 ou 48% ou 60% qui parleraient français à la maison. Est-ce qu'on pense vraiment un seul instant qu'une langue publique se maintient si elle ne correspond pas à la langue de la vie, si elle ne correspond pas à la langue de l'intime, si elle ne correspond pas à la langue vécue? Donc le français, c'est pas simplement une forme de code communicationnel, administratif, validé statistiquement. À un moment donné, si la majorité d'une population ne vit plus dans une langue, eh bien, t'auras beau avoir les plus belles statistiques de maîtrise officielle de la langue, l'effondrement sera là. Puis je pense qu'on va vers ça au Québec, c'est-à-dire si le français n'est plus la langue massivement parlée par les Québécois dans toutes les dimensions de leur vie, eh bien le français va devenir minoritaire, puis il va être parlé seulement par des poches résiduelles de Canadiens français périphériques, mais ce ne sera plus la langue qui structure la vie, même si officiellement on va dire c'est la langue officielle, c'est la langue officielle. Ben oui, faut pas nous prendre pour des oiseaux. Ensuite, il y a un indice qui me semble assez important. Et ça, c'est un indice qu'on utilise peu pour penser l'intégration, mais c'est les comportements électoraux. On a traversé tout le 20e siècle avec, globalement, je dirais 90 à 100 circonscriptions francophones, contrôlées vraiment par les francophones au Québec. Il y avait le West Island, ok, il y avait l'Outaouais, mais globalement, la vie politique québécoise, les francophones faisaient la norme. Là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, tous les analystes donnent pas le même chiffre, mais globalement, certains disent, ouais, maintenant, il y a 75 circonscriptions contrôlées par le vote francophone, ou 80, ou 85. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre a baissé significativement. Laval, autrefois, c'était, quand le Québec votait rouge, ça votait rouge, quand le Québec votait bleu, ça votait bleu. Maintenant, Laval est une extension politique du West Island. Tôt ou tard, ce sera le cas d'une partie de la rive sud, peut-être de la rive nord. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les comportements électoraux veulent dire quelque chose. C'est-à-dire, quand une personne issue de l'immigration vote comme les Québécois francophones, ce qui est parfaitement intégré. C'est-à-dire, peut être fédéraliste, peut être souverainiste, mais globalement, il a adopté, c'est un effet de masse, hein, je parle pas un par un, mais globalement, il vote comme les Québécois francophones, ce qu'ils ont intégré et l'imaginaire, et les représentations, et les aspirations, et les divisions, et les incertitudes. Quand, très massivement, les populations issues de l'immigration votent comme les anglophones, on voit à qui ils se sont intégrés. Ils se sont intégrés aux anglophones plutôt qu'aux francophones. Et qu'on voit le nombre de comtés francophones diminue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que l'emprise des francophones sur leur destin politique diminue aussi à travers ça. Donc, et là, je dis oui, chaque vote a la même valeur, évidemment. Mais sur le plan historique, il y a une signification au fait que l'emprise des francophones sur le Québec soit une emprise décroissante. Donc, voyant cela, je pense qu'on est devant une situation, encore une fois, c'est le mot un peu qui s'impose aujourd'hui, plus qu'inquiétante, parce que ça se renverse pas d'un coup, ça. Le gouvernement du Québec a fait la loi 96, qui est censée réparer un peu la loi 101, qui a été gruyérisée, qui a été trouée de partout. C'est une loi bien insuffisante. La 96? Ouais. Dans un contexte où, par ailleurs, on aurait beau avoir les lois les plus musclées, les plus fortes, puis avec investir 3 milliards pour la francisation. Si vous avez une population, la démographie fait l'histoire. Et si la démographie vous échappe,
Alors, vous pouvez pas grand-chose. Donc, tout ça pour dire que non, ça s'anglicise, et on ne sent pas une inversion de la tendance. On ne sent pas une inversion de la tendance, mais même pas du tout. On sent plutôt une accélération de l'anglicisation. C'est pour ça que je réfère aux travaux de Frédéric Lacroix. Parce qu'au-delà des statistiques officielles rassurantes qui nous sont quelquefois données, lui décrypte ça, mais avec un talent remarquable. Franchement, c'est un type d'une intelligence exceptionnelle, et il fait apparaître les choses, et je note que pour son prix, soit dit pour son livre « Pourquoi la loi 101 a échoué », je pense que c'est le titre, il a reçu le prix de l'Assemblée nationale. Donc, on est devant un titre, le livre était à ce point fort qu'il dévoilait certaines illusions collectives. Il a reçu ce prix, j'en suis très heureux pour lui, mais au final, il fait un travail qui permet d'éclairer la dynamique de défrancisation. Et lui, il dit, peut-être trop pessimiste, mais ça reste à voir, il dit, dans 5, 10, 15 ans, ce sera pas l'effondrement anticipé, ça va être l'effondrement en temps réel. Donc, soit on fait quelque chose maintenant, soit on va gérer simplement notre décroissance. Puis c'est quoi les facteurs de le déclin du français? Parce que c'est plus juste à Montréal. Avant, c'était de quoi qui était Montréal, Laval. C'est d'abord l'immigration. C'est juste comme ça. Je sais, disant cela, que j'ai l'air de monomaniaque de la question, mais c'est juste c'est le facteur. C'est un bouleversement démographique tel. Bon, immigration. Ensuite, il y a le travail du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral nous dit... Le gouvernement du Québec dit il y a une loi au Québec. Une langue au Québec, c'est une langue publique, c'est le français. Ottawa dit non, il y en a deux. Et le français et l'anglais. Donc, vous avez le choix. Donc, l'État fédéral conteste par sa politique même la référence francophone au Québec, avec la loi sur les langues officielles. Donc, il conteste ça. L'État fédéral, qui par ailleurs, avec son multiculturalisme, idéologique qui est dans la Constitution, conteste l'idée que la majorité historique francophone soit le pôle de convergence naturelle au Québec. Donc, détruit par ses politiques nos capacités d'intégration. C'est quand même un problème. S'ajoute à ça, évidemment, puis là, tout n'est pas que... J'ajoute un facteur politique avant d'évoquer l'autre facteur. Il y a le fait que le gouvernement du Québec n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il n'a pas enregistré l'ampleur du déclin. Pour différentes raisons, il ne mène pas les politiques de redressement nécessaires. On n'a pas fait le cégep français. On n'a pas vraiment réaménagé les subventions universitaires pour soutenir le réseau francophone. Et ensuite, évidemment, ça, personne ne dira le contraire, il y a l'époque. C'est-à-dire, il y a l'époque, j'entends... On n'est plus dans un environnement culturel structuré par l'offre culturelle nationale. On est dans un environnement culturel structuré par les Netflix de ce monde, par les GAFAM de ce monde, puis dans cet environnement, la culture américano-mondialisée est la culture forte. Donc, je suis bien conscient que ce facteur-là est là. Mm-hmm. Mais parce qu'on est souvent lâche politiquement au Québec, on met toute l'explication sur ce facteur. Le changement technologique qui est le nôtre, qui change complètement l'offre culturelle, mais on oublie que tous les autres facteurs sont absolument essentiels pour comprendre ce qui nous arrive. Mais donc pour ça, ensuite, moi je ne suis pas désespéré en politique. Je pense que quelquefois, il y a moyen de redonner une forme de vitalité, de fierté, de vie à un peuple. Il y a moyen aussi que le politique prenne des mesures symboliques très fortes, alors pas que symboliques, mais des politiques fortes avec une charge symbolique forte qui envoie un signal de redressement. Puis ensuite, il faut accepter la tâche de chaque génération à l'échelle de l'histoire. J'ai 43 ans. Je pense que quand ce sera diffusé, j'en aurai 44, donc je chevauche 2 âges dans ce podcast. Moi, ce que je pense, c'est que notre génération à l'échelle de l'histoire, c'est de stopper le déclin. C'est tout simplement de dire là c'est assez. Là c'est assez, donc on ne recule plus. Puis on va commencer à bouger, puis on va changer les paramètres des politiques publiques, on va changer les paramètres de la vie collective. Ça va se faire petit peu par petit peu, parce qu'on peut pas tout avoir d'un coup. Mais là, au moins, on commence le redressement. Puis évidemment, il y a l'autre facteur qui est le plus important, je dirais, dans tout ça, celui qui structure tout, c'est la question du statut politique du Québec, c'est l'indépendance du Québec. Si, comme je le crois, les indépendantistes peuvent l'emporter en 2026. Si les indépendantistes réussissent à organiser dans les mois qui suivent un référendum sur l'indépendance, je pense que l'état de la conscience collective au Québec est tel en ce moment. Les Québécois ont enregistré le fait qu'ils pourraient disparaître. Ça, je pense que c'est central. Ouais. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins.
Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.